Welcome back sur le podcast, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir une nouvelle interview d'une psychologue du travail. Bonjour Laura. Bonjour Gérard. Allez, on commence direct. Est-ce que tu pourrais te présenter en 3 mots pour nos auditeurs, auditrices? Ah, voilà une tâche bien difficile. En 3 mois, en 3 mots, qu'est-ce que je dirais? Je dirais que ce qu'il faut savoir de moi, c'est que je suis quelqu'un de curieux, avec une grande flexibilité dans la vie et qui m'adapte beaucoup. Voilà, je pense que ça, c'est les 3 mots qui OK. me définissent pas mal. Donc curieuse, grande flexibilité et s'adapte beaucoup. Ouais. OK. Est-ce que pour, que tout le monde comprenne bien, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours? Ah, c'est un peu en gros ton CV un petit peu synthétisé, hein. Avec grand plaisir. Alors, mon CV un petit peu synthétisé. Euh, de formation, je suis psy du travail et des orgas. J'ai été formée entre Bordeaux et Lyon. J'ai eu la chance d'avoir les deux Mmh. approches. Suite à quoi j'ai travaillé dans 3 univers différents, mais toujours sur les mêmes sujets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord, j'ai travaillé en médecine du travail. Ensuite, j'ai travaillé en tant que psy du travail en interne dans une grande entreprise. Et ensuite, j'ai travaillé pendant quasi une dizaine d'années dans un cabinet conseil. À chaque fois, j'ai travaillé sur les mêmes sujets, des sujets en lien avec la prévention des risques psychosociaux, la prévention de la santé mentale au travail. Ce qui a changé, c'est l'angle à partir duquel je le faisais, que ce soit en médecine du travail, en interne ou en cabinet. Mais la, la ligne conductrice est toujours un peu la même, la santé mentale au travail OK. en France. Est-ce que justement tu peux nous parler de ces différences? Donc tu as parlé de médecine du travail, d'être psychologue du travail en interne et d'être dans un cabinet. Du coup, est-ce que tu peux nous donner un petit peu les 3 grosses différences qu'il y a? Oui, il y a des différences assez importantes et en même temps, le fond du travail reste toujours le même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on travaille sur la prévention des risques psychosociaux, sur la santé mentale au travail, en France, classiquement, on va parler de de 3 domaines de prévention qui existent: la prévention primaire, secondaire et tertiaire. Pour ceux qui savent pas ce que ça serait, la prévention primaire, on va essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'accidents qui se produisent. Et quand on parle d'accidents, on parle aussi d'accidents d'un point de vue psychologique. La deuxième partie, on part du principe qu'il y a des facteurs de risque qu'on n'a pas réussi à supprimer. On va donner les moyens aux gens d'apprendre à s'adapter et à conjuguer, à faire avec. Et si ça n'a pas suffi, on va rentrer dans ce qu'on appelle de la prévention tertiaire. Et là, on va aller mettre en place des, des analyses et des solutions pour éviter que des drames se produisent. Donc, en gros, ce qu'on fait, c'est que soit on essaye de supprimer des facteurs de stress. Si on n'arrive pas à les supprimer, on va essayer de faire en sorte de pouvoir donner les moyens aux gens de faire face. Et si ça ne suffit toujours pas, on va essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de drame qui se produise. Une fois que je te dis ça, Jérôme, ce qui est intéressant, c'est qu'en médecine du travail, la particularité, c'est qu'on a la chance de travailler avec des infirmiers du travail, avec des médecins, avec des ergonomes. On travaille plutôt en équipe pluridisciplinaire. Et c'est les entreprises qui sont adhérentes qui vont faire appel à nous pour pouvoir venir à certains moments, à certains endroits, leur donner un coup de main. Que ce soit pour soutenir un collaborateur en difficulté, que ce soit pour faire un diagnostic risques psychosociaux, que ce soit pour faire un diagnostic combiné entre de l'ergonomie et de la psychologie. J'ai envie de dire que la différence principale qu'il y a, c'est cette pluridisciplinarité qu'on va retrouver en médecine du travail et qui a été très formatrice pour moi. Ensuite, sur la partie, entreprise, là, ce qui va changer, c'est qu'on va travailler généralement dans une équipe assez proche de la fonction RH et heu, si on a de la chance, on peut travailler de nouveau en pluridisciplinarité, mais cette fois-ci, on va travailler avec des préventeurs. Eux, ils vont plutôt aller sur la partie physique, mais on va plutôt aller sur la partie mentale et on va essayer de mettre en place des approches complémentaires pour essayer de voir ce qu'on peut mettre, en place pour améliorer les conditions de travail des salariés, au sens large.
Et un cabinet conseil, ce qui va être un petit peu différent, c'est que là, on va avoir, en tout cas pour ma part, j'ai eu la chance d'avoir un groupe de copains passionnés par la psychologie. Là, on a peu de pluridisciplinarité, on en a un peu, on a quelques ergonomes, on a quelques personnes qui vont venir plutôt du change management, par exemple. Mais là, ce qui va être très, très riche et très intéressant, c'est qu'on va être plein de cerveaux passionnés des sujets en lien avec la santé mentale et on va travailler ensemble dessus pour essayer de trouver des solutions et aussi pour essayer d'être assez novateur dans ce qu'on va proposer aux entreprises. Très, très, très clair. Je reviens juste sur ce que tu as dit sur la prévention primaire, secondaire, tertiaire. Du coup, que ça soit en médecine du travail, en psy en interne ou en cabinet, on fait à peu près les 3 ou est-ce qu'il y a une différence? Alors, la logique reste exactement la même. Ce qui va changer en fonction des entreprises dans lesquelles on travaille, en fonction des cabinets dans lesquels on travaille, et aussi de la manière de laquelle la médecine du travail va être organisée, c'est que on va avoir toujours la même logique, on va toujours essayer d'intervenir sur les 3 piliers. Par contre, ce qui va pouvoir changer, c'est que, par exemple, quand je travaillais en interne, hem, j'intervenais pas en tant que psychologue, à proprement parler. J'intervenais plutôt comme consultante interne, j'intervenais comme formatrice, je pouvais aller jusqu'à faire des diagnostics, de la médiation. Par contre, je faisais pas du soutien pour les collaborateurs. Ce qu'on faisait, c'est qu'on externalisait cette partie-là. D'accord. Et c'est la particularité qu'il peut y avoir, c'est celle-là, c'est qu'en fonction de comment est organisé le cabinet, tu peux intervenir ou non sur les 3 champs. Par exemple, chez Stimulus, pour donner cet exemple que moi je connais bien, où j'ai passé 10 ans, on avait du primaire, du secondaire, du tertiaire. Généralement, ceux qui intervenaient le plus sur le tertiaire, c'était plutôt les psychologues qui avaient une spécialité clinique et qui pouvaient intervenir sous ces aspects-là, notamment au niveau des lignes d'écoute. En médecine du travail, ça pouvait nous arriver d'intervenir en système d'écoute si on avait des temps dédiés à ça dans la semaine. Et en entreprise, moi, ça m'est jamais arrivé parce qu'on externalisait ça, sinon ça faisait un trop grand mélange des genres de pouvoir et auditer, et former, et soutenir les collaborateurs. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est que on a besoin d'une grande neutralité. Et en tant que psy, on a tendance à devoir changer beaucoup de casquettes. On le fait, mais il y a une limite à l'exercice et il faut aussi à certains moments se dire que on sait le faire, mais la manière de laquelle on est en poste ne permet pas de le faire dans les meilleures conditions et dans ce cas-là, il faut passer des relais. OK. Très, très clair. Du coup, j'enchaîne avec, une question parce qu'en fait, je t'ai découvert, quasiment avec un post LinkedIn qui parlait de la comment on se définit en tant que psy du travail pour les autres et j'avoue que moi, je viens de valider mon master 1. J'ai encore du mal un peu à me présenter aux autres parce que c'est très flou dans leur esprit et dans le mien, c'est pas encore totalement, je pense, stabilisé et ça dépend de tes interlocuteurs et toi, comment tu définis le métier de psychologue du travail à un adulte? Alors, c'est un métier qui est assez difficile à définir et c'est la raison pour laquelle ce poste-là, il a eu un écho assez important sur LinkedIn parce que je Mmh. pense que c'est une difficulté que tous les psys du travail ont, peu importe depuis combien de temps ils travaillent. OK. Euh, j'ai envie de dire, c'est une difficulté quasi inhérente à ce métier-là, parce que c'est un métier qui est complexe, faire de plein de manières très différentes. Du coup, moi, ce que j'ai tendance à dire aux gens, simplifier énormément la chose, j'ai tendance à dire que j'interviens dans les entreprises pour améliorer les conditions de travail des salariés avec un focus sur la santé mentale. OK, je retiens Voilà. parce que je vais utiliser cette définition qui est simple mais bien. Mais c'est vrai que même le terme «intervenir», nous on a dû définir l'intervention, bah, c'est pareil, c'est pas si simple, c'est quoi intervenir? Enfin, on peut en parler, longtemps, mais je vais pas dériver. Est-ce que, j'avais mis la question, comment tu définis le métier de psychologue du travail, mais à un enfant? Alors, à un enfant, j'aurais tendance à dire que mon métier, c'est d'aider les gens à aller mieux dans leur boulot. OK, OK. J'ai simplifié énormément parce que on fait tellement de choses sous tellement de casquettes que si on veut rentrer dans les détails de tout, ce qui se passe très souvent, c'est qu'on perd les gens parce qu'ils Ouais. ont du mal à comprendre comment tout ça est possible.
Pour te donner un petit exemple qui m'a marqué, j'ai animé il y a un petit mois de ça une formation et à la pause, au déjeuner, j'ai une participante qui me demandait un peu de décrire mon travail. Et tu fais quoi, etc. Et donc j'ai commencé à lui lister toutes les choses que je faisais. Et elle m'a répondu, en fait, tu as 10 métiers en un. Je me suis dit qu'elle avait raison. C'est un métier qui a la richesse de pouvoir nous permettre de choisir sur quoi on veut travailler, comment on veut le faire, qu'est-ce qui nous correspond et qu'est-ce qui ne nous correspond pas. Donc oui, il est complexe, mais dans cette complexité, il nous offre un choix que peu de métiers offrent sur les sujets qu'on a envie de traiter, la manière de laquelle on a envie de les traiter, euh, quels sont les interlocuteurs avec lesquels on a envie de travailler. Enfin voilà, on peut aller vraiment très très loin sur ces aspects-là, quoi. Ah, ça me passionne et ça me rassure aussi parce que c'est vrai que des fois des gens me disent: «Bah, c'est quoi psy du travail?» Je leur dis: «Bah, on peut faire de l'orientation, on peut faire de la formation, on peut travailler sur des enquêtes harcèlement, sur de l'intervention en risques psychosociaux, sur, du soutien, de ligne d'écoute». Enfin, j'essaie de m'appuyer aussi sur ce qu'ils connaissent et ouais, en même temps, c'est génial. Enfin, je trouve ça Oui, incroyable, hein. c'est très très riche, mais c'est vrai on peut se perdre et c'est vrai que ça peut être assez compliqué de simplifier, de pouvoir se présenter. Moi, j'ai énormément d'amis qui ont du mal à comprendre, qui ont du mal à comprendre ce que je fais parce que, heu, parce que ça reste pour eux assez flou. Le fait que parfois je peux intervenir pour, soutenir, d'autres fois je vais pouvoir faire des enquêtes, d'autres fois je vais conseiller des directions. Enfin, ils ont un peu de mal à visualiser en tout cas. Ce que tu dis, c'est que ça nous lâche jamais vraiment ça, même au bout Mmh, de 10, 20, 30 ans. non, ça ne l'a jamais vraiment. Je pense que la chose qui peut simplifier beaucoup, mais qu'on choisit pas forcément, il y a des gens qui s'hyper spécialisent. Donc, si tu fais le choix d'une hyper spécialisation, dans ce cas-là, bon, par la force des choses, tu vas travailler sur un sujet avec un public dans un environnement. Bon, mais la plupart d'entre nous, on choisit ce métier parce qu'on aime la richesse, on aime le fait qu'on s'ennuie jamais, on aime le fait qu'on change d'interlocuteur, de structure, de public. Et ouais, pour une majorité d'entre nous, cette difficulté, en tout cas, moi, ce que je pense, c'est que ça va pas nous quitter tout de suite. Ça marche, c'est bon à savoir. Du coup, ce que je disais, c'est que je t'ai découvert sur LinkedIn parce que tu fais de la création de contenu et tu as notamment créé une newsletter, je cite: «Une newsletter créée pour les psychologues curieux de leur marché» et qui s'appelle «What's up les psys». Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de What's up les psys? Oui, avec plaisir. Déjà, peut-être, je ne sais pas si on a déjà échangé, toi et moi, là-dessus, dans les détails, mais WhatsApp les psys est arrivé à un moment de ma vie un peu particulier, parce que la vie m'a demandé à un moment de ralentir un peu le rythme après 10 années dans le conseil. Non pas parce que non pas parce que, il y avait des difficultés dans mon travail, pas du tout, mais parce que j'avais envie d'essayer d'avoir un bébé et un projet PMA en parallèle d'un job, de consultante manager à plein temps, je l'ai essayé une première fois, c'était trop compliqué. Pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai passé l'année 2025, où j'ai eu beaucoup de temps de réflexion devant moi. Mmh. Comme je travaillais pas, c'était un moment où j'ai pu prendre un peu de recul sur la situation, me poser un peu et puis me questionner sur ce que j'avais envie de faire après. Et en fait, ce qui m'a donné envie de monter WhatsApp les psys, c'est le fait de me rendre compte qu'aujourd'hui, quand on devient psy, assez vite, on peut être seul. Ça, c'était mon premier constat. C'était de me dire, OK, tu as ton diplôme, c'est chouette. De l'environnement de travail que tu vas choisir, il est possible qu'à un moment donné, tu te retrouves assez isolé. Et avec autour de toi des gens qui ont du mal à comprendre ce que tu fais, même dans l'entreprise dans laquelle tu travailles. Ouais. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, je me suis rendu compte que des options pour continuer à se former sur des choses assez théoriques, il y en a pas mal. Par contre, sur des aspects un petit peu en lien avec la psycho, mais à côté, il y avait peu d'options. Moi, la sensation que j'ai, c'est que à l'université, on nous forme pour comprendre la théorie, pour comprendre où on met les pieds, pour comprendre
les grandes lignes des interventions, pour comprendre comment éviter de se faire instrumentaliser, etc., etc. Par contre, quand on est psy du travail, il y a une partie qui est notamment une partie commerciale, une partie de lien, une partie où on doit être communicant, etc., etc., qui fait pas du tout partie de la culture universitaire française, et qui peut créer un énorme vide dans, euh, dans le CV sur le marché du travail aujourd'hui. Et il se trouve que moi, c'est un truc avec lequel je suis assez à l'aise. Moi, j'ai aucun mal à dire je suis psy, mais je suis assez à l'aise avec la partie commerciale. Je suis psy, mais j'ai pas de difficulté à dire qu'on fait un très beau métier et à essayer de le mettre en avant. Donc ça, c'était le deuxième point. Et le troisième, je me suis rendu compte que la culture du care a explosé et qu'aujourd'hui, sur le marché, pour pouvoir se repérer, c'est très compliqué parce qu'il y a des coachs en à peu près tout, partout, des thérapeutes partout. Et la différence entre les psys et souvent les coachs, c'est que les coachs n'ont aucune difficulté à se mettre en avant. Ils ont une vie précédente et ils sont très très fiers de mettre en avant ce qu'ils ont appris à faire, versus de l'autre côté des psychologues qui sont très compétents, mais qui ont énormément de mal à se mettre en avant parce qu'on vient d'une culture du soin et de l'humilité. Et je me suis dit, en fait, il y a un besoin ici qui existe pour aider un petit peu les psys à se décomplexer du fait qu'on fait un métier intéressant, on fait un métier chouette, très utile, mais que dans l'univers dans lequel on vit, on ne peut pas se permettre de rester dans la dynamique dans laquelle ce métier a été créé. OK, ouais, ça répond à un vrai besoin. D'ailleurs, j'en profite, je viens de penser à quelque chose. J'ai vu un post, je crois sur LinkedIn la semaine dernière, donc c'est assez récent, où je sais plus, il y avait sûrement une psychologue plutôt clinicienne qui présentait un peu son offre ou quelque chose comme ça, et quelqu'un dans les commentaires, une autre psy, elle lui disait, en gros, «C'est inadmissible, pourquoi vous vous mettez en avant?» tout ça. Je me suis dit: «Merde», elle se faisait rattraper par sa propre «famille» entre guillemets, et il y a aussi ça peut-être je sais pas si c'est à combattre, mais il y a peut-être ça aussi, ce côté, pourquoi tu te mets en avant? Parce qu'on a été formé un peu comme ça, à l'humilité comme tu as dit, et du coup, c'est même pas les autres le problème, c'est presque notre propre, famille. Est-ce Tu que as tu as déjà vu complètement ça? raison. Oui, j'ai vu ça. En fait, chez les psys, pour moi, il y a deux trucs qui sont un peu dépassés. Le premier, c'est la guerre de chapelle. Voilà, en fonction des maisons théoriques avec lesquelles on est plus ou moins à l'aise. Il y a un premier truc, c'est qu'on a tendance à se tirer dans les pattes en se disant que, en gros, ce que les autres racontent sont pas, c'est pas suffisamment à la hauteur, pas suffisamment bien, etc., etc. Et ça, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est dépassé. Évidemment qu'on a des préférences, mais je pense qu'un système plus intégratif est bien plus utile de nos jours. Et la deuxième chose, c'est que oui, en effet, les difficultés qui viennent, la plupart du temps, ils viennent du métier. Parce que c'est une culture commune qui nous a été partagée, qui a été construite autour du soin à la base. Et donc, un peu comme les médecins, ils sont pas censés faire leur. Je dis pas qu'on est médecin, mais je dis qu'on vient un peu de cette logique-là. Euh, et oui, un travail à faire déjà, c'est en interne, se dire que en 2026, à l'ère de l'IA, à l'ère du coaching, si on veut pouvoir continuer à travailler sur un métier qui nous plaît et qui nous passionne, il y a des codes qui sont en train de changer et qui ne vont pas revenir en arrière. On le comprend, on prend le train en marche et on essaye de voir comment, en gardant ces valeurs, on arrive à aller vers là, ou alors je crains qu'il y ait des psys pour qui, dans quelques années, ça va devenir très compliqué, parce que le manque de visibilité dans quelques années va être assez terrible pour le métier. C'est mon hypothèse, peut-être que je me trompe, mais, mais en tout cas, oui, la sensation que j'ai, c'est qu'il y a besoin qu'il y ait un petit changement de posture. Mmh. Et du coup, alors on enregistre, tu as créé 2 guides. Justement, le premier guide, c'est le commercial, le guide pour les psys qui n'aiment pas ça. Est-ce que tu peux nous en dire, quelque chose? Oui, 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 avec plaisir. Quand j'ai commencé à échanger dans le cadre de WhatsApp les psys avec les psys, je pense que 95% des psys m'ont dit tous la même chose. Le commercial, je n'aime pas ça. C'est pas fait pour moi. Si quelqu'un d'autre pouvait le faire à ma place, ça serait super. Euh, voilà. Et, euh, et ça m'a donné envie, en tout cas dans ces tout petits guides, hein, c'est vraiment une micro-introduction, de pouvoir questionner un petit peu
la manière de laquelle on voit les choses et peut-être de trouver un moyen de il y a un concept en psychologie qu'on appelle le reframe, de reframe notre cerveau pour aller vers une vision, en tout cas vers des pensées un petit peu différentes. Et un des exemples que je prends dans le guide, mais que je prends dans la vie de tous les jours, c'est les personnes qui disent, ben, je pense que je suis douée dans ce que je fais des choses intéressantes, j'ai des super retours, mais j'ose pas vraiment mettre ça en avant. Très souvent, ce que je dis, c'est est-ce que vous êtes plus à l'aise avec l'idée que quelqu'un de moins formé que vous puisse prendre en charge à votre place. Et ça permet un peu de trouver une petite énergie de bah, ok, j'aime pas ça, mais peut-être que ça vaut le coup. Sans quoi, en fait, c'est un peu aussi ma responsabilité de laisser des personnes moins compétentes euh, prendre le relais là où on pourrait le faire de manière assez carrée. C'est un argument intéressant parce que ça contrecarre, par exemple, l'exemple que j'ai donné d'une personne sur LinkedIn. Bah, voilà, est-ce que vous êtes prêt à laisser votre place à des gens moins compétents, parce que vous vous êtes pas du tout mis en avant? Oui, Bon argument, j'aime bien. ouais, en fait, c'est vraiment celui-là qui me vient à l'esprit quand les gens me disent: «Non, mais c'est pas fait pour moi, ça m'intéresse pas». Je peux comprendre, c'est pas une posture qui est facile et agréable, mais de l'autre côté, je trouve pas que ce soit beaucoup plus agréable que d'avoir en face des psys, des profils qui vont être formés beaucoup moins longtemps, beaucoup moins qualitativement, qui risquent en plus de ça de faire des petits dégâts au passage, versus des psys qui ont un minima 5 ans de formation avec, avec une éthique, avec une déontologie. Voilà, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas une petite bascule qui se fasse. Ouais, puis souvent, j'ai l'impression qu'on fait appel un peu à l'éthique, justement la déontologie. Alors j'ai pas relu le guide, enfin le code récemment, mais je je sais pas s'il y a une histoire de pas se mettre en avant. T'as pas le droit de faire de la promotion, non, je sais même pas en fait. Il y a rien qui est Non, non, pas que je sache. Alors, tu vois, peut-être qu'après l'interview, Ouais. on ira regarder un peu en détail. Non, pas que je sache. Il y a pas de difficulté à ça. En tout cas, pas en tant que psy du travail. La preuve, quand on est consultant, ça fait partie des choses qui sont sur notre fiche de Mmh. poste, hein, quand on est consultant. Une des différences qu'il peut y avoir entre la médecine du travail et un interne, c'est qu'il y a une vraie partie de, de commerce à faire. C'est-à-dire que un client appelle avec un besoin, on va essayer de comprendre ce qu'il veut. La plupart du temps, lui expliquer que ce qu'il aimerait n'est pas la chose la plus adaptée à son besoin. Exemple, bonjour, je vous appelle parce que je voudrais former tout le monde sur la charge de travail. Et en creusant, on se rend compte que c'est pas un problème de méthode, c'est juste que structurellement, la, l'organisation ne permet pas aux gens la, de tenir la charge de travail. Euh, et là, on a tout un travail de conseil et ensuite de faire une proposition avec des prix jours en face. Et donc, c'est ça qui me fait dire que non, dans l'absolu, Mmh. il y a pas de règle qui nous laisse pas mettre en avant ce qu'on sait faire. Du coup, tu as créé un deuxième guide qui Oui, m'a enfin les deux m'intéressent bien sûr, mais moi vu que je cherche des stages et je vais arriver sur le monde du travail surtout, en fait, il y a plein de choses qu'on ne sait pas forcément et ton guide, c'est ce que les psy curieux savent déjà et les autres découvrent trop tard. Est-ce que tu peux nous en parler? bon, le petit côté trop tard, c'était vraiment pour dire bon, il y a quelque chose là qu'on peut aller voir. En fait, comme tu le disais, quand on est psy du travail, les options, les univers dans lesquels on peut travailler sont très vastes. Là, j'ai choisi d'en mettre en avant de mémoire 7, 7, 8, je sais plus. Mais en tout cas, un nombre assez limité. Euh, et la première chose à avoir à l'esprit, c'est que on est très, 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 très loin du compte. Il y en a beaucoup plus que ça. Mais il a fallu commencer quelque part, faire une première partie et en mettre en avant quelques-uns et surtout mettre en avant. J'ai un peu choisi l'option de facilité. J'ai commencé par ceux que je maîtrise le plus. Parce qu'effectivement, quand on est débutant, on peut penser à, je sais pas, je suis psy du travail, ouais, souvent les gens me demandent d'ailleurs: «Est-ce que tu vas être en cabinet libéral? Tu vas recevoir des gens?» Moi, j'avais ça en tête, cabinet libéral, OK. Aider les entreprises, bon, ça, c'est très général et peut-être Oui, l'orientation, oui. mais toi, tu en as défini 7 en tout.
Oui. Du coup, on pourra en parler après et du coup, il y en a beaucoup plus qu'en fait, que ce qu'on Il y pense. en a encore beaucoup plus que ça. Il y en a encore beaucoup plus que ça. Là, les 7 que j'ai choisis, c'est, on va dire, les 7 que moi je maîtrise le mieux, les 7 sur lesquels j'étais capable le plus facilement, de de rentrer dans les détails. Hem et surtout, là, si tu regardes le guide, c'est les 7 qui sont les plus proches de la santé mentale au travail. Je suis très peu rentrée dans toute la partie, dans toute la partie bilan, dans toute la partie orientation pro. Mmh. Je suis très peu rentrée aussi dans tout ce qu'on peut faire en lien avec, cette nouvelle vague où on fait beaucoup d'enquêtes, où il y a des expertises psy. Heu, je suis assez peu rentrée là-dedans. L'idée, c'était de dire qu'il y a plein d'univers possibles et que, bah, une fois de plus, à l'université, ça dépend beaucoup de la chance que l'on a d'avoir du feeling avec certains profs. Généralement, les choix, on les fait un peu comme ça à l'université. En tout cas, moi, de mémoire, des profs que je trouvais sympas, intéressants, qui mettaient un peu de paillettes, où je me disais peut-être plus tard, j'aimerais lui ressembler. J'avais tendance à aller plutôt vers cet univers-là. Pour moi, la fac, il y a deux trous. Le premier, c'est que toute cette partie commerciale, de mise en avant, 2.0, elle est absolument, en tout cas, à l'époque où j'y étais, il y a 10 ans, absolument absente. Et ensuite, on nous ouvre un petit peu les yeux sur ce qui existe, mais il faut être très curieux, aller taper aux portes, ne pas avoir peur de poser plein de questions pour vraiment comprendre l'étendue des possibles en France. Et du coup, là, les 7 univers, c'est des univers qui permettent, une fois le diplôme en poche, et même un peu avant, de commencer à aller regarder quels sont les cabinets qui nous donnent envie, de quelle manière on projette notre vie après le diplôme, parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne nous aide pas beaucoup à faire. On- et les options sont très vastes, mais en fonction de notre personnalité, de nos enjeux, de là où on est dans notre vie, il y a peut-être des environnements qui sont beaucoup plus adaptés que d'autres. Moi, quand j'ai commencé, j'ai eu mon diplôme, je devais avoir 26, 27 ans, pas d'enfant, aucun problème pour faire le tour de France plusieurs fois plusieurs fois par mois. J'avais et l'énergie et le temps et l'envie. Je rencontre des personnes aujourd'hui qui m'appellent et qui me disent j'adore ce métier, je me suis réorientée, j'ai 45 ans, j'ai une famille, j'ai des règles. Ben, en fait, c'est quand même un peu moins facile et moins évident d'accepter Mmh. un certain nombre de contraintes. Et pour moi, il manque aussi une partie où on se pose sur je suis qui, c'est quoi ma personnalité, c'est quoi mes enjeux, c'est quoi mes contraintes, à quoi j'ai envie que ressemble ma vie professionnelle et comment elle s'articule dans ma vraie vie pour que ce soit quelque chose qui tienne dans le temps. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup. Donc, avec ces guides, l'idée, c'était de pouvoir dire, en fonction des personnalités, de ce qu'on aime, de ce avec quoi on est à l'aise, quels sont les univers vers lesquels il vaut mieux, en tout cas, euh, tenter d'aller être curieux, quoi. Mmh. Et d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais on mettra les liens dans, l'épisode pour, que vous puissiez retrouver, Laura et pour, s'inscrire pour, récupérer ces guides qui sont très, très intéressants. Bon, c'est vrai que là, on rentre pas dans le détail parce qu'on n'a pas 2 heures non plus, mais tout est écrit dans le guide, c'est très intéressant, croyez-moi. Et ouais, enfin moi, j'ai découvert des choses. Déjà, j'ai découvert des univers que je pensais pas et OK, heu et voilà. Hem, je vais revenir sur un petit peu l'emploi, mais du coup, alors c'est une question pour moi et pour tout le monde, mais, qu'est-ce que tu conseillerais à justement un jeune psy qui arrive bientôt dans le monde du travail? Est-ce que justement c'est plutôt rentrer dans un cabinet, créer son cabinet, avoir un poste en interne? J'imagine que mmh. tu vas me dire: «Ça dépend». Oui, ça dépend beaucoup de la personnalité du jeune, ça dépend beaucoup de la personnalité de la personne qui est en reconversion. Euh, je ne sais pas ce que je conseillerais, au-delà de ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire se poser sur qui je suis, c'est quoi mes besoins, qu'est-ce que j'aime pas, c'est quoi mes contraintes, à quoi ressemble ma vie telle que j'aimerais qu'elle voilà, qu'elle puisse être construite. Ce que je peux par contre te partager, c'est la logique que moi j'ai eue. Donc, elle est pas du tout, je dis pas du tout que c'est quelque chose à généraliser, mais c'est plus un retour d'expérience de comment moi j'ai construit tout ça au fur et à mesure. Moi, j'avais compris assez tôt que je voulais travailler dans les entreprises et j'ai compris assez tôt que je voulais travailler sur des sujets d'amélioration des conditions de travail.
Ce qui fait que j'ai essayé d'aller fouiner, être vraiment curieuse et pas avoir peur de taper aux portes et poser plein de questions et échanger avec les gens, pour aller comprendre comment on peut construire ça. Et l'une des choses, hem, que j'ai souhaité faire assez tôt, c'est d'aller dans un cabinet de référence. Mon ambition au début, c'était d'y aller peut-être 1 ou 2 ans pour Mmh. apprendre le métier. Bon, il se trouve que je suis restée 10, donc c'est pour ça que je dis apprendre avec des pincettes. Mais mon idée, c'était de dire: «Ça, c'est un univers qui me plaît». Je me sentais pas, en sortie d'études, de me lancer tout de suite, hem, à mon compte. J'avais envie de comprendre comment ce monde fonctionnait et pour ça, j'ai essayé de trouver le cabinet qui mettait le plus de paillettes dans ma vie. En tout cas, qui me donnait le plus envie, hem, pour aller tester, apprendre et ensuite construire quelque chose d'un peu différent. Donc peut-être qu'une des choses que j'aurais tendance à dire, c'est s'il y a une branche qui vous plaît, fouinez dedans, regardez quels sont les cabinets, les entreprises, les acteurs qui travaillent sur ces aspects-là et essayez au moins peut-être 1 an ou 2 de d'aller apprendre le métier avec des gens inspirants, quoi. Oui, parce qu'effectivement, toi, tu avais l'intuition, que ça te plairait, mais tu savais pas que tu allais rester 10 ans. Si tu restes 10 ans, c'est clairement que ça te plaît et que tu y trouves ton compte, quoi. Et ça, on peut pas le savoir sans avoir vraiment testé. Oui, et surtout, j'y suis allée parce qu'il y avait des têtes pensantes qui m'inspiraient. La raison pour laquelle je suis rentrée dedans, heu, je savais pas si le métier en tant que tel allait me plaire et d'ailleurs on découvre à quel point il est vaste, à quel point il on peut faire plein de choses. Hem, mais ce qui était important pour moi à l'époque et qui l'est toujours aujourd'hui, c'était d'avoir, des personnes brillantes, inspirantes, et surtout avec lesquelles je pouvais apprendre des choses. Parce que le sentiment que j'avais, c'est que je savais beaucoup de choses en théorie, mais il y a une grande différence entre ce qu'on apprend en théorie et comment on l'applique sur un métier aussi complexe que le nôtre. Et du coup, aujourd'hui, tu disais que tu es plus en cabinet. Qu'est-ce qui a changé justement? Ce qui a changé, c'est que j'ai passé 10 ans, c'est que je toujours eu envie d'entreprendre, absolument D'accord. toujours. C'est pour ça que je m'étais dit: «J'y vais 1 an ou 2». Il se trouve que je suis restée beaucoup plus parce que j'ai eu des copains de jeu qui étaient géniaux, des clients incroyables, des missions très chouettes, une grande autonomie, on testait des modèles, très novateurs. Donc moi je voilà, je me retrouvais bien là-dedans. On avait un patron qui nous laissait briller et on avait, des directeurs et directrices qui nous apprenaient beaucoup et des collègues très chouettes. Donc j'y suis restée 10 ans. Ce qui a changé, c'est que j'avais envie de faire un truc qui me ressemble à moi. Avec ma personnalité, avec ce que je sais aujourd'hui. Et ça, malheureusement, il y avait aucune entreprise qui pouvait me l'offrir, quoi. D'ailleurs, même quand aujourd'hui on m'offre des trucs, pour l'instant, voilà, peut-être dans 3 ans, je me dirais erreur totale. J'ai essayé, ça me plaît pas, je veux revenir en cabinet ou en interne, etc. Mais aujourd'hui, j'ai envie de donner une chance à ce projet et de construire un truc qui me plaît, qui me ressemble et dans lequel je crois. Ouais, puis c'est vraiment ce que moi, je suis pas entrepreneur, mais c'est vraiment ce que fait la création de contenu. Tu peux créer toi-même tout ce que tu veux avec le graphisme que tu veux. Enfin, toi, tu mets vraiment de toi dedans, ce qui est moins le cas en salariat, même si on peut faire des trucs, hein. C'est quand même pas exactement la même chose. Ouais, OK, mais je comprends ton point de C'est vue. pas la même chose et puis, ce que je publie aujourd'hui, je le pensais avant aussi. C'est pas quelque chose qui est nouveau, mais quand tu fais partie d'un collectif, bah, tu dois t'inscrire dans des règles, dans des normes, dans une orientation, qu'a ce collectif-là aussi. Hem et c'est vrai que moi, je me sentais moins à l'aise, à l'idée de partager des choses parce que tu te poses toujours la question de: «Que vont penser les autres?» Et tu te poses toujours la question de: «Est-ce que je suis dans la ligne de conduite qui est la bonne? Ou est-ce que, sans me rendre compte, je prends peut-être des chemins qui sont peut-être pas ceux que l'organisation dans laquelle je travaille veut mettre en avant?» Du coup, ma question suivante est, très générale, mais c'est comment on rentre facilement sur le marché du travail, des psys du travail? Une fois qu'on est diplômé, évidemment, c'est une question qui me concerne, mais tu vois, Oui. comment on fait pour rentrer facilement sur le marché du travail? Je peux mettre une option à cette question dans un cabinet, puisque moi, c'est ce que j'aspire à faire.
OK. Comment on fait? Parce qu'il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de psy du travail. En plus, il y a peu de postes en interne, sauf dans les cabinets. Ah, du coup, en fait, c'est assez complexe. Ouais, déjà, j'allais te dire, facilement, on rentre pas. Ouais. C'est le facilement n'a pas sa place. Non, facilement, on ne rentre pas parce que, comme tu dis, il y a beaucoup de concurrence. Les bons cabinets ont le choix de choisir, les profils qui les font rêver ou en tout cas qui cochent pas mal de cases, donc on rentre pas facilement. Hem, la chose que je conseille, c'est d'être curieux et d'aller rencontrer des gens. En ce moment, comme c'est la saison où pas mal d'étudiants, cherchent des stages notamment, je reçois un nombre de demandes de stages impersonnels qui est juste ahurissante. Des demandes de bonjour, j'aimerais faire mon stage de fin d'études qui consiste à être un stage de 350 heures. Ouais. OK, OK. Merci pour votre réponse. Des messages comme ça, j'en reçois tous les jours. Donc le premier conseil que je donne, c'est si un cabinet vous plaît, identifiez qui travaille dedans, identifiez qu'est-ce qui vous plaît dans l'approche du cabinet et identifiez quels sont les points sur lesquels vous avez des atomes crochus ou en tout cas des, des éléments que vous pouvez mettre en avant. Par exemple, un cabinet comme Empreinte Humaine, ok, on va prendre un exemple, vous plaît. Allez regarder qui a fondé le cabinet, c'est quoi la dynamique du cabinet, qu'est-ce qu'ils ont publié dernièrement, comprendre un peu où le cabinet est aujourd'hui. Ensuite, on va aller regarder qui travaille dedans, dans les profils des personnes qui travaillent dedans. Essayez de regarder dans leur profil LinkedIn s'il y a des points sur lesquels vous pouvez vous accrocher. Est-ce que cette personne a publié quelque chose d'intéressant? Est-ce que dans sa description, elle donne des éléments sur, sur sa mentalité, sur sa façon de voir le travail, sur des passions, sur des hobbies? Essayez de personnaliser les choses au maximum. D'ailleurs, un de mes prochains posts LinkedIn va être en lien avec ça, parce que je trouve que c'est absolument hallucinant que tout le monde utilise la psychologie pour attirer, pour séduire dans le marketing, et que les seuls qui ne l'utilisent pas, ce soit les psys C'est qui vrai. postulent. Je trouve ça absolument dingue. C'est comme si tous les modèles qu'on apprend étaient applicables partout sauf dans notre vie. Maintenant que tu le dis, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Moi, quand je recrute quelqu'un, avant toute chose, je recrute un humain, une personnalité. Tu vois, quand je reçois un message, il faut que quelque chose me donne envie de donner une réponse. Mmh. Et quelqu'un qui m'offre 350 heures que je vais rémunérer, enfin, il m'offre rien. Enfin, tu Mmh. vois, rien en tout cas d'appétissant. Donc j'ai besoin de sentir la personnalité. J'ai besoin de sentir l'énergie de la personne. J'ai besoin de voir qu'elle s'est intéressée suffisamment et qu'elle a été suffisamment euh, délicate pour aller regarder ce qui compte. Il y a des petites choses auxquelles on peut s'accrocher. Moi, j'ai toujours eu des réponses à mes messages. Dans 90% des situations. Pourquoi? Parce que je vais essayer de trouver le petit truc qui va créer le lien avec la personne et qui va lui donner envie de me répondre. Mmh. Donc, j'ai envie de dire que parmi les choses pour rentrer facilement, on ne peut pas. Par contre, on va essayer de comprendre le cabinet, l'ADN, les personnes qui travaillent dedans, leur personnalité, ce qu'elles aiment, et on va essayer d'aller s'accrocher dessus pour créer un premier échange et pour pouvoir ouvrir un petit peu les choses. Ça, c'est la première chose. Et l'autre chose, moi, qui m'avait beaucoup aidé, c'est que j'avais fait des stages en lien avec ce que je souhaitais faire plus tard. Ouais. Du coup, quand je suis arrivée et que j'ai tapé à la porte, j'avais déjà, même si c'était pas énormément, c'était un peu, des connaissances parce que j'avais déjà testé des choses en lien avec ce que je voulais faire après. Par exemple, chez Stimulus, je me souviens que j'ai postulé pour mon stage de fin d'études et qu'ils m'ont répondu trop tard. Entre deux, j'en ai trouvé un autre qui me faisait rêver. Je faisais le tour d'Europe pour regarder les, les systèmes de prévention des risques psychosociaux à travers différents pays en Europe. Donc j'ai dit, bon, trop tard, je vais faire ça parce que ça me donne très envie. J'ai gardé le contact. Un an plus tard, j'ai recontacté, c'était Martin à l'époque, le RH, je l'ai recontacté. Il m'a pris un entretien, mais parce que le lien était déjà créé.
Ouais. Et toi, c'est un peu ce que tu fais aussi, c'est que le fait que tu connaisses un petit peu un cabinet, que de là, tu aies rencontré des gens, que tu t'intéresses, que tu creuses, ça, c'est quelque chose qui peut faciliter un petit peu l'entrée et qui va faire un peu la différence. Il faut se dire aussi que on va choisir un profil qui fait un peu la différence. OK, donc faut faire la différence, voilà. Bah, en tout Je cas, résume. il faut essayer d'être curieux et d'aller attraper des choses qu'on a en commun, ou en tout cas qui nous ont intéressés, qui nous ont interceptés chez l'autre, euh, Ouais. pour créer ce premier lien-là, quoi. Faut pas oublier que c'est des humains qui prennent des décisions derrière. Donc c'est des décisions qui sont émotionnelles. Ouais, bah, moi, par exemple, enfin, je fais un tout petit aparté, mais l'année dernière, j'ai fait un stage non, oui, l'année dernière, j'ai fait un stage chez quelqu'un qui avait pas prévu d'avoir de stagiaire, en fait. Et du coup, c'est à force de discuter avec elle et de lui proposer quelque chose, elle a dit: «Ah bah ouais, en fait, je cherche à faire, une enquête», là, c'était une enquête sur le post burn-out. Au final, c'est comme ça que j'ai fait le stage, mais à la base, elle me dit: «Je cherchais pas de stagiaire du tout» et j'avais ciblé cette entreprise parce que j'aimais bien ce qu'ils faisaient. Enfin bref, voilà, pour Mais l'aparté, c'est exactement ça. ça marche pas tout le temps, hein, ça marche pas tout le temps, bien sûr, mais Non, mais dans une majorité des cas, c'est quand même des rencontres humaines qui font la différence. mmh mh. Après cette partie un peu emploi, merci beaucoup pour tes conseils, ça va, je pense, tous nous aider. Une question un peu qui a rien à voir, mais c'est quoi ta j'aime bien poser cette question. C'est quoi un peu ta meilleure question ou phrase de psychologue du travail? Un truc que tu répètes un peu souvent ou qui te revient, ça peut être une question simple, hein, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu dis souvent, que ce soit aux clients ou autre? Ah, c'est une très bonne question. Ma meilleure phrase de psy du travail, je suis pas certaine d'en avoir une, mais Ou ça peut être un concept, ça peut être quelque chose que tu fais appel souvent, alors, oui, moi, il y a un truc que j'utilise beaucoup dans ma vie. Euh, et ma phrase, c'est un peu celle-là, c'est il y a que les fous qui font toujours la même chose en espérant un résultat différent. OK. Et je l'utilise beaucoup. Il se trouve que j'ai eu la chance de me former un petit peu à de l'approche systémique, à du Palo Alto. Et c'est quelque chose qu'on peut utiliser pas mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais intervenir en entreprise, je vais essayer de comprendre ce qu'ils ont déjà essayé de mettre en place. La plupart du temps, ce qu'ils ont essayé de mettre en place, c'est à peu près la même chose à un autre moment. Mon travail va être d'aller chercher quelque chose d'un peu différent de ce qu'ils ont essayé jusqu'à présent. Même si ce truc un peu différent va être extrêmement inconfortable. Ça aura des effets justement différents de ce que vous avez testé avant qui était pareil. Exactement, exactement. Donc oui, je pense en tout cas, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans ma vie pro comme dans ma vie perso, quand je me retrouve un peu face à une impasse. Et c'est souvent le cas quand on est psy du travail, on nous appelle la majorité du temps quand on est face à une impasse, quand on a essayé des trucs qui n'ont pas fonctionné. À un moment donné, on se dit bon, peut-être qu'un point de vue extérieur pourrait nous être utile. Du coup, on est à peu près vers la fin de cette interview, Laura, et je vais aller sur la question de l'invité précédent. Donc c'était une psy clinicienne du travail, qui a demandé: «Sur quoi tu es super bon? Est-ce qu'il y a un truc sur lequel tu es super bon et que tu adores faire? Et c'est quoi? Raconte-nous». Que je te raconte sur quoi je suis très très super bon. Euh, Moi, il y a un truc que j'aime beaucoup faire, c'est de la formation. Tu veux dire la délivrer ou? Ouais, Ouais. la délivrer et j'aime aussi la concevoir. Mmh. J'adore comprendre quel est le besoin. J'adore faire l'ingénierie pédagogique. J'adore animer. Et j'adore transmettre ma passion pour l'animation. Et ça, c'était un truc qui est un peu étonnant parce que quand on est psy, et ça, c'est un truc peut-être à avoir en tête, la majorité du temps, quand on est psy du travail et qu'on fait des formations en entreprise, 80% du temps, on fait des formations sur des sujets qui nous passionnent, mais pour des gens qui n'ont pas envie d'être là. Ouais. Mmh. Donc, moi, une des choses qui me plaît beaucoup, c'est apprendre aux nouvelles générations de psy comment naviguer au milieu de ça pour trouver du plaisir, pour continuer à apprendre, pour pas être trop frustré, pour pas trop s'épuiser. Euh, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, ouais.
OK. Donc c'est délivrer, animer, concevoir la formation de manière générale. Oui, 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 oui et puis, en allant jusqu'à apprendre aux jeunes générations à, animer, délivrer, voilà. Ça me plaît bien de montrer qu'un truc qui a l'air extrêmement difficile parce que quand même parler pendant 8 heures devant quelqu'un qui a pas envie de t'écouter, c'est en termes de difficulté, je pense Ah bah, que c'est pas mal. je comprends tout à fait parce que du coup, j'ai fait 4 ans où j'ai fait des formations e-learning sur la qualité de vie au travail. Du coup, là, c'est encore autre chose, c'est du e-learning, mais pareil, je me dis: «Ce truc-là, les gens, ils s'en foutent des RPS, alors que moi j'adore les enquêtes harcèlement, tout ça. Comment je vais rendre ça attractif?» En plus, moi, je suis pas en tant que formateur, je suis pas là, donc faut que ça soit qu'il ait envie de le faire. Bah, c'est pas si évident que ça. C'est encore d'autres mécanismes en asynchrone et en synchrone, mais je comprends du coup ta le côté, qui peut être un peu frustrant des fois où les personnes elles sont là, mais bon, parce que c'est une formation obligatoire et comment tu arrives à capter ces gens-là? Bon, j'imagine qu'il y en a, tu peux rien et puis tant pis, mais il y en a, je pense que tu peux arriver un peu à les Ah, je ramener vers je le lâche sujet. pas l'affaire facilement moi, généralement. Donc j'essaye de faire en sorte quand c'est possible, évidemment on peut pas faire des miracles, mais j'essaye de faire en sorte, et je le dis, hein, je le pose comme tel, que tout le monde passe un bon moment. Ouais, Et donc s'il faut que s'il faut que je raccourcisse des choses, qu'on fasse des pauses, enfin voilà, on va négocier, les termes du contrat, mais le temps qu'ils sont là, je vais essayer, au maximum de les embarquer, D'ailleurs, toi, quand tu faisais donc ce qu'on appelle plutôt du asynchrone, quand on est en distanciel, est-ce qu'il y a des petits tips, des petites astuces, des choses que tu avais réussi à trouver pour, alors nous, c'était évidemment, ça a rien à voir avec la formation présentielle, mais c'était plus sur le format. Les oui, vidéos, on faisait des trucs courts, ça dépassait pas 1 minute, on changeait souvent d'activité. Je sais pas, du drag quiz, and drop, du quiz, de la vidéo, un peu d'audio, un peu d'infographie interactive. On essaie de faire une diversité comme ça et surtout de faire de la pédagogie et pas de raconter du blabla parce que des fois je vois des espèces de je c'est pas des webinaires, mais des formations où tu as plein de vidéos mises bout à bout qui sont hyper longues chacune. Mais si tu es intéressé, ça va. Mais si tu es pas intéressé, mais c'est l'enfer. Nous, justement, on faisait l'inverse. En plus, c'était des petites formations, c'était souvent 30 minutes à peu près et bah, faut rendre ça c'était surtout dynamique, quoi et on essayait d'avoir un fil rouge avec des personnages, des trucs animés. C'était joli, enfin, ouais, on a essayé. Après, ça fait pas non plus, le miracle absolu, mais je pense que ça a bien aidé et après, on l'a fait aussi sous forme de jeu. À un moment, on avait les enquêtes comment ça s'appelait? Les enquêteurs RPS. En gros, c'était des enquêteurs qui allaient dans une entreprise. C'était sous forme de personnages animés, super bien fait, c'était avec mes ex-collègues que je salue et ça, je pense que ça marchait bien, du serious game, quoi. oui, 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 en fait, tout ce qui tout ce qui va permettre à la personne de maintenir son attention, Ouais. oui, 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 on avait tendance aussi à construire même pour la formation en présentiel, on avait fait appel à une fille à l'époque qui travaillait pour nous construire des jeux. Mmh. Donc oui, je vois exactement l'idée qui se cache derrière. On sait qu'en formation, par le jeu, c'est toujours beaucoup, beaucoup plus efficace que par n'importe quel autre type de... Bah, ça marche pas mal. Après, tu as des gens qui aiment pas trop le jeu non plus. Enfin, faut arriver à s'adapter, quoi. C'est un espèce d'entre-deux. Oui, oui, Mais oui, si tu fais mais que du descendant où c'est toi qui lis ton PowerPoint et enfin, c'est un enfer, genre pour tout le monde, en fait, vraiment. oui, bah, pour toi et pour tout le monde. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Du coup, est-ce que tu aurais, toi, une question au prochain interviewé, au prochain psychologue qui sera interviewé sur ce podcast? Est-ce que tu as une question à lui poser? Ça peut être un truc que tu te poses actuellement, ça peut être, ce que tu veux. Moi, la question que je me pose, c'est à quoi va ressembler le métier de psy du travail ou de psy tout court dans 10 ans? Dans 10 ans? Ouais, Ah, ça va être pas facile, hein, pour le prochain interviewé ça. Dans 10 ans, OK. ouais. Ah ouais, je poserai la question. C'est un de mes questionnements actuels en plus. Moi, je sais pas, j'ai 2050 en tête, je sais pas pourquoi, mais
Bon, c'est Déjà dans oui, 10 ans déjà dans 10 ans, ce sera très, très bien. bah, oui, aujourd'hui, il y a un on verra. Il y a un grand flou, hein, avec toutes les révolutions qui qui arrivent les unes un peu après les autres. Il y a oui, un vrai signe d'interrogation sur à quoi va ressembler notre métier dans 10, 15 ans. Je sais pas, les 2 mots qui me viennent en tête quand on me pose cette question, c'est IA et écologie. Enfin, écologie au sens, il va faire plus chaud, donc les conditions vont évoluer et l'IA, intensification du travail et voilà. Je dis juste ça, on en parlera la prochaine fois, mais c'est les 2 Oui, sujets qui me viennent en tête, ouais. ouais. Moi, ceux qui me viennent en tête, il va falloir être, créatif. Dans quel sens? Dans le sens de il va falloir, faire preuve d'un peu de capacité de projection, et probablement, je pense, d'inventer un petit peu des nouvelles façons de faire. Moi, la sensation que j'ai, c'est que il y a beaucoup de choses, même sur des méthodos très pratico-pratiques, les méthodos de diag, etc., euh, qui ont fonctionné pendant longtemps et qu'on a un peu tendance à répliquer parce que c'est le modèle qu'on nous enseigne. Euh, je pense qu'il va falloir aller chercher un petit peu à côté, qu'il va falloir s'intéresser à d'autres choses que la psycho pour comprendre l'environnement dans lequel on évolue et pour pouvoir être impactant et pertinent. Euh, je pense que c'est quelque chose que je m'applique, mais que j'aurais tendance aussi à dire aux jeunes psy, c'est soyez curieux d'autres choses que le domaine de la psycho, parce qu'en entreprise, on a besoin de comprendre de l'économie, on a besoin de comprendre des enjeux qui se cachent derrière, on a besoin de, de pouvoir échanger sur d'autres sujets que la psychologie avec les personnes autour de nous, euh, pour créer du lien et pour leur montrer qu'on comprend ce qu'ils sont en train euh, de vivre. Ouais, c'est marrant que tu dises ça parce que c'est un peu ce que j'ai enfin, pas découvert, mais cette année, je l'ai vraiment ressenti. Au moi, tu vois, tout ce qui était politique, tout ça, j'ai toujours mis ça de côté. Ça m'intéressait pas, j'allais voter, hein, mais je faisais le minimum syndical et en fait, j'ai compris que dans les entreprises, les enjeux de pouvoir, de domination, tout ça, c'était la politique des entreprises et du coup, en fait, il faut le comprendre en tant que psy. Je me suis dit: «OK, il faut comprendre ça, il faut aussi comprendre le système économique». Ça, on aura des cours l'année prochaine, je crois et du droit du travail et machin et du coup, je comprends tout à fait ce que tu dis puisque si on regarde que du côté de notre fenêtre de psy, bah, tu oublies tout ce qu'il y a à côté, tous les enjeux, qui sont autres, mais qui influencent toute la culture d'entreprise, et cetera, quoi. Oui, 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 complètement. Et puis même, tu sais, d'aller chercher, de fouiner, parce qu'en entreprise, surtout en France, tu as des enjeux politiques, euh, déjà au niveau de la structure, puis avec les élus. Enfin, donc, il y a besoin, je trouve, pour qu'on puisse être pertinent, euh, d'avoir une culture générale Mmh. euh, développée pour être en capacité de, voilà, de comprendre des enjeux, de discuter avec les gens et qui se rendent compte que, OK, on sait des choses sur notre métier. En tout cas, moi, les retours qu'on me fait souvent, c'est agréable de discuter avec toi parce que tu peux parler de psycho, mais tu sais aussi parler d'autres choses. Ouais. Ça rassure les gens de voir que, voilà, je pense que c'est ça l'idée, c'est que en tant que psy, parfois, ils peuvent nous voir un petit peu perchés sur un arbre en hauteur, en train de regarder, d'observer, tu sais. Les gens, ils ont un peu cette vision-là, que le psy, il est là pour regarder, analyser. Euh, et oui, c'est vrai qu'on est là pour faire un pas de côté, pour analyser, mais pas que, qu'on comprend le monde dans lequel on évolue. C'est une belle conclusion, je trouve. Merci, merci en tout cas, Jérôme, de m'avoir proposé cet exercice. Bah, non, merci à toi de nous avoir, raconté tout ça. C'est hyper, intéressant. Je pense que ça fait monter en compétence. C'est une sorte de formation, en fait, ce podcast. Bon, en tout cas, on prend l'expérience justement des gens, beaucoup plus expérimentés que nous. Du coup, pour terminer, bah, si ma toute dernière question, c'est où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur les réseaux? Oui, on peut me retrouver sur les réseaux, sur LinkedIn, avec mon nom et mon prénom, Eftimulora, avec WhatsApp les psys, où je m'engage à être un petit peu plus sérieuse et à continuer à publier de manière plus récurrente, parce que c'est vrai qu'on parlait de différentes casquettes que l'on a. L'une des difficultés, c'est qu'on va avoir tendance à être embarqué par la casquette de la production
de l'urgent, du maintenant et parfois, des choses qui sont très intéressantes mais qui sont plus, moyen terme, on peut avoir tendance un peu à les laisser de côté. Donc heu, donc voilà, là dans les prochains mois, j'espère continuer à être un peu plus active et rigoureuse dans dans les publications. Bah, on espère aussi parce que c'est très intéressant ce que tu proposes et du coup, je mettrai les liens, bien sûr, dans la description de cet épisode. Merci Laura, on peut terminer ici, je pense. Merci à toi. Allez, cet épisode est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi, j'espère qu'il vous aura plu et on se donne rendez-vous dans un prochain épisode et je vous dis à bientôt.